Bonjour, c'est Jean Dorido. Je suis psychologue et je vous raconte des histoires criminelles, des histoires vraies. Et puis après, je vous retrouve pour tenter de comprendre quels sont les ressorts psychologiques de la situation. Dans l'histoire qui suit, il s'agit de viols en série et d'une traque qui a duré 20 ans. Alors bonne écoute, je vous retrouve juste après. Sur la scène de crime, un podcast France Bleu Paris, raconté par le docteur Jean Dorido, réalisé par Christian Pathé. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle histoire vraie, je vous parle d'un violeur en série dont la traque a duré 20 ans. Entre 1995 et 2000, un violeur sévit dans la forêt de Sénart, en région parisienne. Le scénario est toujours le même. Un homme en mobilette, portant casque intégral à la visière opaque masquant complètement son visage, dépasse sa victime et simule une panne quelques mètres plus loin. Lorsque la joggeuse arrive à son niveau, il lui saute dessus, la plaque au sol et la roue littéralement de coups. Des victimes se sont retrouvées avec plusieurs dents cassées. L'une d'entre elles parle d'une violence animale. La plus jeune victime a 16 ans, la plus âgée, 72. L'agresseur demande des faveurs sexuelles, caresses, masturbation. Parfois, il impose des fellations ou des pénétrations digitales. Et les victimes sont unanimes. Durant son méfait, leur agresseur n'était pas en érection, ce qui n'empêche pas l'éjaculation. Et pour cause, du sperme et donc de l'ADN a été retrouvé dans 16 dossiers. Et l'intuition des enquêteurs se confirme, il s'agit du même bonhomme. Mais l'ADN retrouvé ne correspond à aucun de ceux conservés par la police nationale. L'individu recherché n'a jamais été fiché. Alors les enquêteurs vont se mettre à traquer ce violeur en série sans relâche. 80 planques vont être installées dans cette forêt de l'Essonne, sans succès. Le violeur à la mobilette est introuvable. Mais 20 ans après les premières agressions, en 2015, les progrès scientifiques permettent d'étendre les recherches d'ADN à toute une famille. On appelle ça une recherche en parentèle. Et là, à la manière d'un cold case, les enquêteurs retrouvent dans leurs archives un ancien toxicomane dont l'ADN est quasiment le même que celui retrouvé sur les scènes de viol. Cet homme a un petit frère qui vit désormais à Roubaix avec femme et enfants. L'ADN de ce petit frère, Aïssa, correspond à 100% à l'ADN retrouvé sur les viols. Lors de son interpellation, Aïssa n'a pas nié les faits qui lui étaient reprochés, mais problème, il ne s'en souvient plus. Et durant son procès d'assises, il est devenu catégorique. Il n'a rien à voir avec ces histoires. Il aurait été incapable d'infliger de telles violences à ses femmes, ce que confirment d'ailleurs ses sœurs, ses frères, tout son entourage. Oui, mais voilà. Il y a l'ADN. Comment expliquer que son ADN ait été retrouvé dans 16 cas de viol ou d'agression sexuelle, 16 cas sur les 34 qui lui sont reprochés? Après une première condamnation à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Évry en 2020, Aïssa et ses avocats ont fait appel de la décision. Mais le verdict a été confirmé par la cour d'assises d'appel de Paris en 2021. 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Aïssa continue de se déclarer complètement étranger à cette histoire. Difficile pour les victimes de comprendre et de tourner enfin la page de leur traumatisme. Alors,
À l'issue de ce récit, 3 questions restent en suspens. Comment les victimes peuvent-elles se réparer après une telle épreuve, surtout avec un agresseur qui prétend ne se souvenir de rien? Sur cette absence de souvenir précisément, lorsque Aïssa prétend qu'il n'a pas la moindre image en tête de ce qu'on lui reproche, se peut-il qu'il soit sincère? Et puis aussi, qu'est-ce qui a bien pu motiver entre 1995 et 2000 tous ces passages à l'acte successifs? Et sur ce point, ce qui revient très souvent quand il s'agit d'étudier le comportement d'un criminel sexuel, c'est la frustration. Le criminel sexuel est frustré. Souvent, il en veut aux femmes dont il a le sentiment qu'elles le rejettent, et c'est cette frustration qui déclenche le passage à l'acte criminel. Un autre violeur en série, Dino Scala, le violeur de la Sambre, a reconnu, lui, les faits qui lui étaient reprochés, contrairement à Aïssa, et il a très bien exposé, durant son procès d'assises, les frustrations qui l'avaient poussé à commettre tous ces viols pour lesquels il a écopé de 20 ans de prison. Et sur la frustration, le cas d'Aïssa est un vrai cas d'école. Car il y a un élément de l'histoire qui ne vous a certainement pas échappé, c'est que toutes les victimes décrivent un violeur qui n'avait pas d'érection. Les viols étaient digitaux, Aïssa pénétrait ses victimes avec ses doigts, il ne bordait pas, il était manifestement impuissant. Et puis, un autre élément vient étayer l'hypothèse d'une très grande frustration sexuelle chez ce criminel, c'est la violence inouïe avec laquelle il opérait, cette fameuse violence animale décrite par une des victimes. En réalité, Aïssa en veut aux femmes, et c'est pour ça qu'il leur fait du mal. Alors d'où peut bien venir une telle détestation des femmes? Aïssa a une enfance plutôt heureuse, c'est le petit dernier d'une famille nombreuse, ses grandes sœurs l'adorent. Quand il était petit, il était si gentil, si doux, qu'elle l'appelait Bonbon. C'était son surnom. Mais il n'y a pas que la vie extérieure qui prépare le crime. Il y a aussi la vie intérieure. Les angoisses, les fantasmes, les tourments. Et le jeune Bonbon, à partir de l'adolescence, souffrant d'ailleurs très certainement d'une puberté tardive, s'est transformé en un redoutable violeur en série. Alors évidemment, lorsqu'il prétend lors de sa garde à vue en 2015, 20 ans après les premiers crimes, qu'il ne se souvient de rien, cela semble difficile à croire. Et pourtant, ce n'est pas impossible. D'abord, Aïssa souffre d'une forte addiction au cannabis et les troubles cognitifs provoqués par cette drogue sont bien connus, notamment les troubles de la mémoire. Oui, mais vous allez me dire quand même, il s'agit de plusieurs dizaines de viols et agressions sexuelles, ça ne s'oublie pas ce genre de choses. Mais justement, si, ça s'oublie. Certains criminels sont tellement clivés qu'ils refoulent leurs méfaits dans les tréfonds de leur esprit. C'est un phénomène psychologique bien connu. Pour se protéger, le cerveau oublie. Et le déménagement d'Aïssa dans le nord à Roubaix va dans le sens de cet oubli, comme s'il avait dans le fond cherché à tourner la page sur cette sordide partie de sa vie. Alors, bien sûr, il y en a qui n'oublient pas, et c'est la troisième question dans cette histoire, ce sont les victimes. Comment est-il possible de vivre en paix après une telle agression? Et là-dessus, ce qui revient systématiquement dans ce genre d'affaires, outre la violence de l'agression, c'est la violence de l'irruption soudaine dans un moment qui n'était pas identifié comme étant dangereux. Et ça, pour le cerveau, c'est très difficile à digérer. C'est cette dimension soudaine du choc qui crée précisément les circonstances du stress post-traumatique. Vous savez, le syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qui décrit l'ensemble des troubles que subissent les victimes d'attentats, d'agressions et aussi, justement, de viols.
Typiquement, de nombreuses victimes du violeur de la forêt de Sénart expliquent qu'aujourd'hui encore, 20 ans après les faits, elles ne peuvent pas se promener en forêt, c'est trop difficile pour elles. Le cerveau traumatisé dans ce cas-là envoie trop de chimie d'un seul coup, ça crée des angoisses insupportables. Et en plus du stress post-traumatique, il y a la blessure du viol proprement dit. Le viol, dont les recherches les plus récentes en neurosciences précisent qu'il engendre des traumas psychiques absolument terrifiants. C'est une déflagration terrible pour le cerveau. Alors les plus résilientes des victimes parviennent à se reconstruire, à avancer malgré leurs blessures physiques et psychiques, tandis que pour d'autres le chemin est plus difficile. Les recherches en psychologie continuent pour comprendre comment aider au mieux ces personnes traumatisées. La résilience en psychologie reste encore assez mystérieuse. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes trouvent en elles des ressources de guérison, de reconstruction, tandis que d'autres, apparemment semblables, restent condamnées, bloquées dans le traumatisme? En France, en 2021, on estime que 24 800 personnes ont été violées. Chaque année, d'après l'INSEE, 200 000 personnes sont victimes de violences sexuelles. On ne peut que formuler des vœux de résilience pour toutes les victimes. À bientôt. Abonnez-vous au podcast Sur la scène de crime sur francebleu.fr.